Bonsoir à Forcaria, prise de fonction du nouveau préfet. Le ministre de la décentralisation saisit l'occasion pour situer le rôle et les responsabilités des administrateurs locaux dans le processus électoral. La vie renaît petit à petit à Fria après la fermeture de l'usine. Les populations se lancent dans d'autres secteurs comme l'agriculture. Vous verrez également dans ce journal les prouesses des malvoyants. La quarantaine, Sidiki Diabaté, évolue dans l'artisanat. Encore une fois, bonsoir et merci de votre fidélité à la chaîne nationale. Nous commençons ce journal par ce message départ du président de la République à son Excellence M. Ibrahima Boubacar Keïta, président élu de la République du Mali, Bamako. Monsieur le Président et chers frères, c'est avec une joie fondée que nous avons accueilli votre brillante élection à la magistrature suprême de votre pays. À cette heureuse occasion, il m'est particulièrement agréable de vous adresser mes vives et chaleureuses félicitations auxquelles je joins celles du peuple de Guinée tout entier. Le choix sans ambiguïté que le peuple malien vient de porter sur votre auguste personne est la reconnaissance de vos hautes qualités d'homme d'État ainsi que de votre vision pour un Mali toujours plus prospère. En réussissant l'organisation d'une élection libre et crédible, le Mali vient ainsi de prouver sa maturité et s'ancre davantage dans la culture démocratique, socle d'un véritable développement durable. J'ai la ferme conviction que sous votre sage direction, le Mali renforcera son unité, s'attellera à l'œuvre de reconstruction nationale dans la réconciliation. Nul doute que nos deux pays fondus dans le creuset d'une même histoire et d'une identité culturelle commune ne ménageront aucun effort pour promouvoir l'amitié et l'estime réciproque que se vouent nos deux peuples. Bien évidemment, nos relations personnelles contribueront à consolider le climat de paix, de bon voisinage et de coopération fraternelle existant si heureusement entre le Mali et la Guinée. Dans une Afrique plus forte, plus solidaire et mieux intégrée, veuillez agréer, Monsieur le Président et chers frères, mes vœux ardents de plein succès dans la conduite des destinées du grand peuple malien. Haute considération, professeur Alpha Condé. Après donc l'annonce de la victoire d'Ibrahima Boubacar Keïta, les Maliens vivant en Guinée viennent une fois de plus s'unir autour de leur pays. Ils l'ont démontré cet après-midi en se réunissant pour célébrer cette victoire. Vainqueurs et vaincus se donnent la main pour relever les nouveaux défis qui attendent le peuple malien. C'est Fernand Kourma. Un bel exemple de démocratie. Au soir du deuxième tour de l'élection présidentielle au Mali, Soumaïla Cissé est venu féliciter Ibrahima Boubacar Keïta au domicile de celui-ci à Bamako. Un acte que la communauté internationale a salué. Le président Ibrahima Boubacar Keïta a gagné ces élections de belle manière et je me dois de le féliciter. Mais contrairement à la tradition du coup de fil, j'ai préféré une tradition bien malienne, celle d'être présent ici à son domicile, devant sa femme, devant ses enfants. Je suis plein d'émotion pour cette visite rendue à moi et à ma famille en toute fraternité. Cela est seul digne du Mali. Le Mali n'est grand que quand il y a de grands événements, quand des actes gigantesques sont posés. Cet exemple, les Maliens vivant en Guinée l'ont imité. Ils sont venus de toutes les obédiences politiques célébrer la victoire qu'ils considèrent comme celle de tous les Maliens. On a été très sensible après le déplacement de notre président, notre leader hier soir, pour aller serrer la main à son grand frère. Il n'a appliqué que la démocratie. Je prie le bon Dieu pour qu'il donne la santé de faire à Ibeka pour qu'il puisse relever les grands défis qu'il attend. Les Maliens vivant en Guinée entendent par cette rencontre privilégier la stabilité et le développement de leur pays. Avec l'élection d'un président démocratique, le Mali renoue avec les institutions internationales. Un bon départ pour le Mali qui avait trébuché il y a quelques mois. Afin de poursuivre ce journal, voici le communiqué de la Cour suprême. Chambre constitutionnelle et administrative rendra le mercredi 14 août 2013 à partir de 12 h son arrêt portant d'une part contestation des listes de candidatures publiées par la CENI et d'autre part publication des listes définitives des candidats retenus pour les élections législatives du 24 septembre 2013. Conakry, le 13 août 2013, le premier président Mamadou Sylla
Du nouveau dans la législation guinéenne, le pays dispose désormais d'une nouvelle loi bancaire. Le texte a été adopté à l'unanimité par des membres du CNT à la faveur d'une séance plénière. La nouvelle loi apporte des innovations et couvre les relations interbancaires en général et celles des banques et leurs clients en particulier. François Lama nous donne plus de détails. L'analyse de la situation qui a abouti à l'adoption de la nouvelle loi bancaire en Guinée fait état de la faiblesse de l'indépendance des autorités de régulation, de la faiblesse de la protection des déposants, mais aussi de la faiblesse de la prévention des risques systémiques et de la gouvernance des établissements de crédit, sans occulter le déficit d'information des consommateurs de services financiers et la faiblesse de prévention des risques de blanchiment des capitaux. Pour éviter de tels désagréments à l'avenir, le CNT a interpellé la BCRG sur certaines dispositions avant d'adopter à l'unanimité la nouvelle loi bancaire en Guinée. Que la Banque centrale procède à une étude approfondie du critère d'implantation de banques relatif à l'actionnariat de référence, veille à une protection accrue des clients vis-à-vis des établissements de crédit et d'épargne. Dans le même ordre d'idées, veiller conformément aux dispositions du Code du travail à obtenir des banques primaires un service minimum en cas de grève. En accord avec le gouvernement, encourager les banques primaires à construire leurs sièges. En termes d'innovation apportée, la nouvelle loi bancaire, une fois promulguée et publiée au journal officiel de la République, pourrait accélérer l'implantation des banques de développement dans le secteur de l'habitat, de l'agriculture, mais aussi des mines. Les préoccupations que vous avez exprimées seront prises en compte dans le plan d'action de la Banque centrale. Devant l'urgence, le CNT appelle les autorités monétaires du pays au respect des dispositions de la nouvelle loi pour enfin renforcer les relations entre les banques et leurs clients. Nous sommes certains que cette nouvelle loi, qui a fait l'objet d'un examen minutieux de la part des conseillers en commission et intercommission, sera d'un grand apport dans le renforcement de la confiance et des relations entre les différents acteurs des différents établissements de crédit. La nouvelle loi ainsi adoptée comporte 103 articles et 9 titres, le tout consacré au renforcement du cadre législatif conforme aux normes financières internationales. Cet autre communiqué est de la CENI. La Commission électorale nationale indépendante invite les partis politiques ainsi que les candidats engagés dans les élections législatives à prendre part à une importante rencontre qui aura lieu ce mercredi 14 août 2013 à 15h à la Villa 15, Cité des Nations, 6 à Kalouma. L'ordre du jour portera sur l'examen et la validation du spécimen du bulletin de vote. Vu l'importance du point inscrit à l'ordre du jour, la présence de tous et de chacun est vivement souhaitée. Conakry, 13 août 2013, le président Bakary Fofana. Forcaria, à 100 km de la capitale, en marge de la cérémonie d'installation du nouveau préfet, le ministre de la décentralisation s'est entretenu avec les sous-préfets et maires de la localité. Il s'agit pour Alassane Condé de situer le rôle et les responsabilités de ses administrateurs territoriaux dans le processus électoral encore. Mohamed Lamine Camara, compte rendu. Le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation est ici à Forcaria pour installer le nouveau préfet. Assoumane Souma remplace désormais Mariam Leno, appelé à d'autres fonctions. Les défis sont nombreux, c'est la sécurité des populations et de leurs biens, c'est les élections législatives du 24 septembre et c'est l'emploi jeune. Ce défi, je crois qu'il est normal qu'il soit relevé. Le chef du département de l'administration du territoire et de la décentralisation a mis à contribution son séjour de travail pour s'entretenir avec les administrateurs territoriaux et les élus locaux de la préfecture. Il exhorte les sous-préfets et les maires de faire en sorte que l'impartialité soit à la base de la tenue des législatives. Ils doivent adopter une position citoyenne, c'est-à-dire essayer d'expliquer aux populations la nécessité d'aller voter, la nécessité surtout pour eux de voter correctement. Vous savez, les administrations territoriales sont souvent traitées de complices de l'État. Ce n'est pas une complicité, mais la bonne élection, c'est qu'il faut d'abord
sensibiliser les populations, sensibiliser les partis politiques, quelle que soit leur obédience. C'est leur rôle de les voir, de leur expliquer le bien fondé des élections et surtout le bien fondé de l'Assemblée nationale. Les leaders d'opinion de la préfecture de Fourcaria rassurent le ministre que ces conseils ne vont pas tomber dans de sourdes oreilles. Garantir un climat de paix et de quiétude sociale à Moria, c'est l'objectif recherché par tous. Un peu plus loin, à 162 km de Conakry, la crise de l'usine de Fria a engendré des conséquences sur les citoyens. En exemple, plusieurs personnes se sont retrouvées au chômage. Mais qu'à cela ne tienne, la ville connaît présentement une affluence des structures et personnes de bonne volonté qui soumettent des projets aux différentes associations. Du coup, c'est la relance de certains secteurs comme l'agriculture, l'élevage et le commerce. Explication Nourou Diallo. Depuis le 4 avril 2012, aucune fumée n'échappe de la première usine en terre africaine, Frigia. Les populations et les personnes ressources se tournent vers d'autres activités génératrices de revenus. Ainsi, l'agriculture, l'élevage et le commerce sont devenus leur bouée de sauvetage. Je pense que Fria, même si Fria c'est une ville appelée ville minière, on peut quand même développer l'élevage, l'agriculture, pourquoi pas la pêche continentale. Et le tourisme aussi peut être développé à Fria. Fria recèle d'énormes potentiels touristiques pour celui qui connaît la chute de Bogoro, pour celui qui connaît la plage de Concouré, pour celui qui connaît Fria Village, pour celui qui connaît les grottes de Seria à Tourmalet, pour ne citer que cela. Je pense que ce qui est important, c'est de se mettre ensemble, c'est de construire une réflexion et on trouvera toutes des activités qui peuvent être menées au niveau de la ville de Fria. Les plaines de Tourmelin, Baguiné et Banguigny sont sollicitées. L'ouverture de la route Fria-Télémélé stimule les investissements dans la cité. Il faut avoir des solutions palliatives et je pense que ce n'est pas un facteur, parce que dans la pratique, dès que vous commencez quelque chose, il faut une organisation. Donc la situation, je pense qu'il faut encourager l'agriculture, les petites activités génératrices de revenus. Pour subvenir à leurs besoins quotidiens, les femmes, elles profitent de la présence du courant au plateau pour revendre des blocs de glace dans plusieurs marchés hebdomadaires des différentes sous-préfectures de Fria. Un autre communiqué, cette fois-ci du secrétariat général des affaires religieuses. Suite au décès de M. Fodé Idrissa Touré, connu sous le nom de Briki Momo, le samedi 10 août 2013 au Maroc des suites de maladie, le secrétaire général des affaires religieuses informe l'ensemble des Guinéens que contrairement au communiqué déjà passé, les cérémonies funéraires et l'enterrement se feront le jeudi 15 août 2013 au lieu du vendredi 16 août 2013, conformément au programme suivant. Matinée du jeudi 15 août 2013, levée du corps à la morgue de l'hôpital Ignace Dine, suivi de son exposition au Palais du Peuple. À 13h30, prière mortuaire à la grande mosquée Faisal de Conakry, suivi de l'enterrement au cimetière de Cameroun. À 15h, sacrifice à la maison mortuaire à Sandervalia, immeuble Brikimomo. Le secrétaire général des affaires religieuses, son Excellence Elhaj Abdoulaye Gassi, adresse ses condoléances à la famille éplorée et au peuple de Guinée. Tous les imams des 5 ligues communales de Conakry sont invités à prendre part à la prière mortuaire à la grande mosquée Faisal et à l'enterrement au cimetière de Cameroun. Signé Elhaj Abdoulaye Gassi. Et puis, pour évaluer l'état d'évolution des activités agricoles à Koya, le secrétaire général du gouvernement a échangé avec les autorités administratives et les élus locaux. C'est au compte de la campagne agricole en cours. Des précisions avec Aboubakar Sidiki Kamara. Le pèlerinage musulman se prépare en Guinée. Pour accompagner cette prescription religieuse, près de 8000 pèlerins guinéens se rendront à la Mecque, ville sainte située en Arabie Saoudite. Au moins 5000 candidats se feront enregistrer dans les agences privées de voyage. C'est l'agence qui a fait toutes mes démarches pour le pèlerinage. À la direction générale du pèlerinage du Centre islamique de Donka, les techniciens sont déjà à pied d'œuvre. L'heure est à la vérification des modalités de voyage. Mon travail qui m'a été affecté, c'est de recevoir les dossiers, notamment
2 photocopies de la carte d'identité nationale, certificat de résidence, certificat d'aptitude médicale, 10 photos fond blanc, 2 copies de reçus bancaires dont le montant est 30 millions cette année. Au vu de ça, nous inscrivons le pèlerin en question. Ces 30 millions, l'État a pris une partie, il a subventionné une partie. Le reste maintenant, c'est 30 millions que chaque pèlerin doit verser à la Banque centrale à notre compte 41 13 007. À Koléa, le directeur général de la police nationale rassure les futurs pèlerins de la disponibilité des passeports. Il n'y a aucune inquiétude quant à l'obtention des passeports. Donc je voudrais ici rassurer les uns et les autres que le ministère de la Sécurité est prêt, la direction centrale de la police de l'air et des frontières est prête. Si aujourd'hui nous recevons les dossiers des pèlerins, nous allons traiter les dossiers et les pèlerins auront leur passeport. C'est la Ligue, en envoyant les dossiers, la Ligue envoie en même temps les frais concernant les passeports. Tout le monde sait qu'un passeport c'est 100 000 francs. Selon les islamologues, le pèlerinage n'est pas une obligation pour les couches démunies. Vous l'avez compris, pour des soucis techniques, c'était plutôt les préparatifs du pèlerinage 2013. Fait de société à présent, la pratique des taxis-motos gagne de plus en plus de terrain à l'intérieur du pays. Une véritable source de revenus pour les pratiquants et un moyen rapide, abordable pour les citoyens qui empruntent ces engins à 2 roues. Pour en savoir plus, rendons-nous à Kindia avec nos reporters Abdoulaye Diallo, Cheikh Mabit Silla. En Guinée, les taxis-motos sont devenus des véritables moyens de déplacement des populations, surtout en zone rurale. À Kindia, par exemple, plus de 800 motos sont répertoriées. Ces engins à 2 roues sont pilotés par des jeunes, parfois élèves, étudiants et même diplômés en quête d'emploi. Je ne peux pas rester pendant ces vacances-là après mes études, leur demander un petit pain à me nourrir ou bien leur demander le déjeuner. C'est très honteux. À travers cette activité, ces jeunes motards gagnent leur pain quotidien. Cependant, ils affrontent quelques difficultés avec le syndicat des mototaxis et les agents de la sécurité routière. Nous sommes trop embêtés par les policiers de Kindia. Ils peuvent nous coincer même en pleine circulation pour nous enlever les clés de contact. Le port obligatoire de casque par le conducteur lui-même, le port de chaussures fermées, les 2 rétroviseurs sur la moto et la carte grise, la plaque fond rouge, caractère blanc qui est derrière la voiture. Donc quand ces 4 conditions-là ne sont pas respectées sur une moto, je pense que je ne peux rien faire d'autre. C'est ce qui se passe. C'est qu'ils refusent de respecter ces conditions-là et lorsqu'il y a des difficultés, ils veulent qu'on intervienne. Et nous sommes des légalistes. C'est-à-dire qu'on n'est pas des gens qui vont dire non parce que vous faites cette activité-là, qu'on va vous défendre de façon morbicus. En empruntant les mototaxis, certains passagers estiment que ce moyen de transport s'avère moins coûteux et plus rapide, même s'ils pensent que les risques sont énormes. Selon les statistiques de l'hôpital régional de Kindia, 5 à 10 personnes sont reçues par jour aux urgences suite à des cas d'accidents de moto. Des accidents qui endeuillent quelquefois des pauvres familles. À présent, découvrons les prouesses d'un non-voyant. La quarantaine, non-voyant, Sidik Diabaté ne s'est pas apitoyé sur son sort. Il fabrique depuis 9 ans des chaises et des lits pliants à travers des ficelles nylon qu'il enchevêtre lui-même des unes sur les autres. Avec ce métier, malgré son état, l'homme parvient tout de même à nourrir sa famille, élever ses enfants afin de leur éviter la mendicité. Rencontre avec Abdul Karim Kamara. Guidé par un de ses fils, Sidiki Diabaté, non-voyant de naissance, se rend chaque matin à son atelier situé à quelques encablures de son domicile au quartier Yimbaya Faban dans la commune de Matoto. Ici, l'homme fabrique des chaises, des tabourets, des lits pliants avec l'enchevêtrement des ficelles nylon sur le fer. Comment, malgré son handicap de non-voyant, il a appris ce métier? Appelant auprès de mon maître, je lui ai suivi d'abord quand il me tenait la main pour me montrer comment je dois faire. Ensuite, quand j'ai essayé à mon tour, il a vu que je pouvais exercer ce métier.
À travers ce métier, Sidiki Diabaté nourrit sa famille, 2 femmes et 10 enfants, en évitant à celle-ci de mendier. Comme Dieu m'a donné des enfants qui ne sont pas des non-voyants, je fais de mon mieux dans ce métier afin de leur préparer un meilleur avenir. Avec des moyens dérisoires, la quarantaine révolue arrive à satisfaire ses clients avec des œuvres de qualité, des œuvres dont le prix varie entre 80 et 100 000 francs. Je trouve que la qualité est bonne, elle est meilleure, c'est une bonne qualité. Parce qu'à chaque fois que je vends, les mêmes clients viennent pour acheter encore. Fier de son métier, Diabaté invite les autres non-voyants du pays à s'inspirer de son exemple. Actualité hors de nos frontières, au Proche-Orient, Israël annonce la libération de 26 détenus palestiniens. Selon un communiqué de presse du bureau du Premier ministre, cette annonce intervient à la suite de la décision du gouvernement de reprendre les pourparlers de paix avec les Palestiniens. Les négociations entamées à Washington vont se poursuivre mercredi à Jérusalem. Suivez. Israël a rendu public les noms des 26 détenus palestiniens qui devaient être libérés mardi soir, quelques heures avant la reprise des pourparlers israélo-palestiniens prévus mercredi à Jérusalem. Attendus à Gaza et en Cisjordanie avec fébrilité par leurs familles, ils ont tous passé plus de 20 ans dans les prisons israéliennes. 104 prisonniers doivent ainsi être libérés au fur et à mesure de l'avancée des négociations voulues par l'autorité palestinienne mais critiquées par le Hamas. Le Hamas salue la libération de tout Palestinien des prisons de l'occupation. Cependant, la liberté de ces héros qui ont sacrifié leur jeunesse à la Palestine ne doit pas se faire aux dépens de l'avenir de la Palestine. Considérés comme des héros par les Palestiniens, ils sont des terroristes pour l'opinion publique israélienne, notamment pour les familles qui ont perdu un de leurs proches dans des attentats. Cette libération est injuste. Elle n'est pas respectueuse pour les gens que nous aimons et qui ont été tués. Nous les libérons pour rien. Il n'y a pas de raison. Les négociations de paix doivent se faire sans préalable, sans libération de prisonniers. Mais cette libération, avant tout politique, vise à donner des gages aux Américains et aux Européens qui font pression pour une relance du processus de paix et une solution à 2 États. Des négociations vécues sans illusion par le gouvernement israélien qui a annoncé ces derniers jours la construction de 2000 logements dans les colonies de Jérusalem-Est et de Cisjordanie. Et puis l'Espagne et l'Angleterre rallument leur vieille querelle autour du rocher de Gibraltar. Les 2 gouvernements menacent de résoudre leurs différends en justice. Suivez. Cœur d'une bataille juridique. L'Espagne et la Grande-Bretagne ont ranimé leurs anciennes querelles autour de Gibraltar, au point que les 2 pays se menacent aujourd'hui de poursuites en justice. Tout commence le 24 juillet à Gibraltar, cette enclave britannique située dans le sud de l'Espagne. Le gouvernement local fait déposer des blocs de béton autour de son littoral pour créer un récif artificiel. Première victime collatérale, les pêcheurs espagnols, qui n'ont plus accès à leur zone de travail habituelle. Je ne comprends pas pourquoi ils s'en prennent aux pêcheurs maintenant. On a pêché là toute notre vie. J'ai 63 ans et je pêche ici depuis que j'en ai 10. En représailles, l'Espagne décide de durcir ses contrôles à la frontière avec Gibraltar. Deuxième victime de l'empoignade politique, les touristes et les travailleurs frontaliers, coincés pendant des heures devant les postes de douane. Une mesure forte qui divise les Espagnols. Personnellement, je trouve qu'il y a des problèmes plus importants à régler en Espagne. Le gouvernement doit se montrer ferme. Les Anglais ont la souveraineté sur la terre, mais pas sur les eaux. C'est bien là le problème. Gibraltar est devenu britannique il y a 3 siècles. Depuis, la Grande-Bretagne revendique le contrôle sur les eaux territoriales, quand les Espagnols assurent qu'ils n'ont cédé que les terres. Le traité d'Utrecht, article 10, précise bien qu'il s'agit de la forteresse et du port. Dans le traité, les seules eaux concédées sont celles du port. Les eaux dont nous parlons, là où les blocs de béton ont été déposés, n'ont pas été données à la Grande-Bretagne. Intimidation ou coïncidence, des navires de guerre britanniques voguent vers Gibraltar. Des manœuvres militaires prévues de longue date, indiquent les 2 pays. Pas d'affolement.
L'Espagne et la Grande-Bretagne régleront leurs différends, mais uniquement sur le terrain judiciaire. Voilà, c'est la fin de cette édition. À tous, merci de l'avoir suivi et excellente suite de programmes télévisés.